Bonjour tout le monde. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'intitule Les effets électroniques. Donc ce chapitre, il s'intéresse beaucoup plus aux interactions entre les électrons qui se trouvent dans les différentes liaisons d'une molécule. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser au déplacement des électrons, que ce soit à travers la liaison sigma ou bien la liaison pi. Alors, le déplacement des électrons ou du nuage électronique, c'est un déplacement qui doit se faire selon un effet donneur, c'est-à-dire il y a des groupements qui donnent des électrons, ou bien un effet attracteur. C'est la présence de groupements qui attirent les électrons, c'est-à-dire la présence des groupements donneurs ou des groupements attracteurs, c'est ce qui contrôle un petit peu le déplacement des électrons ou bien l'orientation des électrons dans une molécule. Donc ces deux effets, ils peuvent s'exercer sur la liaison sigma ou sur la liaison pi. Pour vous rappeler, la liaison sigma, c'est toutes les liaisons covalentes qui existent entre les différents atomes d'une molécule. La liaison pi, c'est la liaison double, ou bien la liaison triple, c'est-à-dire la liaison qui est issue d'un recouvrement parallèle, suivant un effet dit inductif ou mésomère respectivement. Donc la liaison sigma, elle engendre un effet inductif, alors que la liaison pi, elle engendre un effet mésomère. Alors il y a une remarque, dans une molécule qui contient les deux types de groupements inductifs et mésomères, l'effet mésomère, il l'emporte toujours sur l'effet inductif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet inductif? La présence d'un atome ou d'un groupement donneur ou attracteur électronégatif induit une polarisation de la liaison et un déplacement du nuage électronique le long de la liaison sigma. C'est-à-dire, lorsque dans une molécule, il y a une partie qui est plus ou moins électronégative, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer ou déplacer tous les électrons vers l'entité qui est électronégative, le long de la liaison sigma. Cet effet inductif, il s'atténue au bout de 3 à 4 atomes de carbone de la chaîne moléculaire. C'est-à-dire que ce déplacement n'est pas indéfini. Et il est plus fort lorsque nous sommes proches de l'atome électronégatif, un carbone ou deux carbones, mais au bout du troisième ou bien voire le quatrième atome, on peut dire que cet effet inductif, il va complètement s'annuler. Il y a deux types d'effets inductifs existants. L'un, il est donneur et l'autre, il est attracteur. Voilà. Là aussi, donc le long de la liaison sigma, il y a un groupement qui donne ou bien un groupement qui attire. Commençons par l'inductif donneur. On a dit inductif, ça concerne la liaison sigma. Et là, je vais parler du groupement donneur. Ce sont généralement des groupements ou des atomes moins électronégatifs que le carbone. C'est quoi les groupements inductifs donneurs? Donc, ce sont les alkyles, qui sont considérés dans la plupart des cas comme étant les principaux groupements donneurs inductifs. Donc, quand il y a des groupements alkyles dans une molécule, tous ces groupements-là, ils donnent des électrons, c'est-à-dire ils enrichissent la molécule en électrons, parce que ce sont des groupements qui sont considérés comme donneurs d'électrons. Les alkyles, bien sûr, ils sont connus. Et l'effet donneur, il augmente avec l'augmentation de la taille du groupement alkyle ou avec le nombre de groupements méthylène. Par exemple, l'éthyle est plus donneur que le méthyle. Le propyle est plus donneur encore. Le butyl, il est encore davantage plus donneur. Donc, plus vous augmentez la chaîne alkyle, plus l'effet donneur, il est important. Par exemple, ici, dans cet exemple, nous voyons très bien que les groupements carbone qui contiennent plus d'atomes de carbone, ils sont considérés comme des groupements donneurs. Donc voilà, le premier, celui-là, le tertio-butyl, donc en deuxième, l'isopropyl en troisième, et puis l'éthyle et le méthyle. Voilà, méthyle, éthyle, propyl, butyl, pentyl, etc. Maintenant, je vais parler de l'effet attracteur. Ça y est, on a fini avec l'effet donneur. L'effet donneur, je viens de vous dire que ce sont les groupements alkyles, c'est-à-dire les hydrocarbures. Les inductifs attracteurs, ce sont tout simplement les atomes électronégatifs.
Ce sont ces atomes qui jouent le rôle de groupement attracteur. L'effet attracteur augmente avec l'électronégativité. Plus le groupement il est électronégatif, plus il est attracteur. Le nombre de groupements et la position de ces groupements par rapport au site subissant l'attraction. Là aussi, ça augmente l'effet attracteur. Donc ce sont les halogènes, comme par exemple le chlore, le fluor, le brome, l'oxygène aussi, l'azote et les groupements déficitaires en électrons. Voilà. Tout atome qui a un besoin d'attirer les électrons est considéré comme attracteur. Par exemple, le fluor, il est plus attracteur que le chlore, que le brome, que l'iode, à cause de l'électronégativité. Nous avons aussi un autre exemple, le groupement nitro, il est plus attracteur que le groupement COR, qui est plus attracteur que le groupement cyano. Et également, des groupements OH, plus que NH2, plus que SH. Là, c'est toujours à cause de l'électronégativité. L'oxygène est plus électronégatif que l'azote, que le soufre. Donc, on a fini avec les effets inductifs. On sait comment classer l'effet donneur et attracteur inductif. Passons maintenant à l'effet mésomère. Il faut savoir que l'effet mésomère, il existe lorsqu'il y a délocalisation des électrons pi. Là, on parle des électrons pi, c'est-à-dire une liaison supplémentaire à la liaison sigma. Ou bien la présence des doublés non liants. Les doublés sur les atomes. Il y a des atomes qui ont des doublés non liants, comme l'azote par exemple, comme l'oxygène. Donc lorsqu'il y a ces atomes-là, il va y avoir un effet mésomère. Ce n'est pas l'effet inductif. L'effet inductif, c'est sur la liaison sigma. On distingue les groupements donneurs par effet mésomère des groupements attracteurs. Là aussi, comme dans l'effet inductif, il y avait le donneur inductif et l'attracteur inductif, là aussi, il va y avoir le mésomère donneur et le mésomère attracteur. Donc la différence, elle réside dans la position de l'alternance du doublet ou de la double liaison. Pour distinguer entre l'effet mésomère donneur et l'effet mésomère attracteur, il faut regarder la place de la double liaison par rapport au doublet. Il y a un doublet, il y a une double liaison. Il faut voir comment ils sont alternés. Voilà, par exemple, le mésomère donneur. Regardez là, le schéma. Voilà le schéma qui montre comment est le mésomère donneur. Dès que vous voyez un schéma pareil, vous êtes dans le mésomère donneur. C'est quoi ce schéma? C'est un atome X quelconque qui possède un doublet, ou deux ou trois, d'accord? Qui possède des doublets. Mais juste après le doublet, il y a une liaison simple et puis une double liaison. Il y a une alternance, double, simple, double. Quand vous avez cette alternance, le doublet, il est forcément délocalisé. C'est-à-dire qu'il va descendre ici pour devenir une double liaison. Donc, il va se déplacer réellement, le doublet. C'est pas comme dans l'effet inductif, c'était juste le nuage électronique. Maintenant, non. Maintenant, le doublet, il se déplace, il se délocalise, engendrant donc des charges qui vont se déplacer dans la molécule. Voilà donc le schéma global d'un mésomère donneur. L'effet mésomère donc donneur apparaît sur des groupements possédant des atomes avec un ou plusieurs doublets, suivis par une liaison sigma qui les sépare de la liaison B. Voilà, donc c'est ça le schéma qui vous montre l'effet mésomère. L'atome X est donc ici donneur par effet mésomère. Oui, il est donneur d'après la flèche qu'on voit. L'atome X, il donne, malgré que ça pourrait être un atome électronégatif, comme le chlore, comme le brome, comme le fluor, comme l'oxygène, tous ces atomes électronégatifs. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations pareilles, c'est-à-dire alternés avec une double liaison, ils deviennent donneurs mésomères. Ils sont inductifs attracteurs, mais ils deviennent donneurs mésomères. Ils donnent d'après la flèche. Et l'effet mésomère, il l'emporte sur l'effet inductif. Voilà des exemples. Tous ces exemples-là sont des mésomères donneurs. Par exemple, vous avez l'oxygène. Vous savez que l'oxygène, il possède des doublés. Et puis, il y a une liaison simple et une double liaison. Donc, oui, ça correspond à ce schéma. Donc, c'est un effet donneur mésomère. Un autre schéma. Il y a un doublet sur l'azote, lui suivi par une liaison simple et puis une double liaison. Donc, c'est un autre exemple. Le chlore aussi, il a un doublet, le chlore. Il a même 3 doublets. Après une liaison simple et puis une double liaison, donc il y a une alternance. Donc aussi, c'est tout ça, ça correspond à des groupements donneurs mésomères. Donc ce sont des groupements donneurs par effet mésomère. Voyons maintenant l'effet mésomère attracteur. C'est de la même manière. De la même manière, il y a un schéma. Il y a un schéma qui nous montre comment il est fait. Alors, je vous rappelle, voilà l'ancien schéma. Vous avez vu? Donc c'est un doublet simple, double liaison. Non.
Maintenant, c'est un doublé puis une double liaison directe. Un atome qui possède un doublé, ou deux ou trois, suivi par une double liaison, donc la double liaison c'est elle qui va aller vers l'atome X. Et donc l'atome X il devient alors quoi? Il devient attracteur mésomère. Donc ce sont des groupements électronégatifs reliés à des doublés de liaison. C'est simple. Un atome électronégatif qui est attaché avec une double liaison, c'est un atome mésomère attracteur. Et là, il faut l'enregistrer. L'atome X est donc ici attracteur mésomère. Donc des exemples. Voilà. L'azote, après il y a des liaisons pi, donc attracteur. L'oxygène, il a des doublés et puis liaison pi, donc attracteur. L'azote, il a des doublés et ensuite une double liaison, donc attracteur. Donc tous ces groupements sont attracteurs mésomères. Dès que vous voyez ces groupements-là dans une molécule, attracteur mésomère. Alors, quelques applications. Comment on applique les effets électroniques, par exemple, dans l'établissement des formes limites? C'est-à-dire que la molécule peut avoir plusieurs formes possibles lorsque les électrons se déplacent. L'alternance ou la conjugaison des liaisons sigma et pi engendre une délocalisation des électrons d'un atome donneur vers un atome attracteur, c'est-à-dire récepteur. Donc ce déplacement met en forme une structure dite mésomère, qui existe le temps du retour à la forme originelle. Voilà, donc il va y avoir un déplacement d'une forme vers une autre. Par exemple, regardez le phénol. Le phénol, eh ben, il y a un schéma qui ressemble à l'effet mésomère donneur, il y a un doublé, ensuite simple, ensuite double liaison. Et donc les électrons se déplacent, le doublé devient donc une double liaison, et puis la double liaison devient un doublé. Et puis le doublé donc redescend pour devenir une double liaison, et la double liaison se met ici pour se constituer en doublé. Et ainsi de suite. Les électrons donc se déplacent. Et regardez le phénol, il peut avoir toutes ces formes limites là, il y a 4 formes limites. Il démarre de la forme initiale, fait le tour et revient à l'atome, à la molécule initiale. Donc voilà, donc vous avez les 4 formes limites, on les appelle. Ça c'était parce que l'oxygène était un groupement donneur mésomère. On peut prendre un autre exemple, par exemple le benzaldéhyde. Eh bien, le benzaldéhyde, si vous suivez le schéma, vous avez un doublé, ensuite une double liaison. Voilà, donc c'est un mésomère attracteur. Eh bien, la flèche, elle va aller vers l'oxygène, donc. Donc, le carbone qui est ici, il va manquer en électrons, et donc il va attirer la double liaison. Et puis, lorsque la liaison se déplace, elle va laisser une charge positive derrière elle. Elle va être compensée par la double liaison qui est suivante. Et puis, de la même manière, chaque fois qu'il y a une charge positive, elle va être compensée jusqu'à retourner à la forme originale. Et donc, on obtient ici les autres formes limites. Voilà, tout simplement, regardez bien le schéma. Voilà comment on fait les formes limites. Une autre application maintenant, elle concerne le classement de l'acidité. Qu'est-ce que ça veut dire l'acidité? Un acide est d'autant plus fort qu'il libère facilement le proton. Plus il libère le proton, le H+, plus il est fort. La libération du proton est généralement favorisée grâce à l'existence de groupements attracteurs capables d'appauvrir la liaison et d'engendrer une rupture avec l'hydrogène. Oui, tout dépend de la forme du carboxyle. Les acides carboxyliques de forme générale RCOOH sont alors classés par rapport à la nature du groupement R. Donc vous avez tous les acides RCOH sont des acides. Maintenant, comment ils sont classés? Ça dépend du R. Si le R il est attracteur, le R lié au carboxyle, s'il est attracteur, il va attirer tous les électrons vers lui. Et donc même les électrons de la liaison OH ils vont être attirés, ce qui va appauvrir cette liaison. Si elle va s'appauvrir, donc la rupture elle sera facile, la libération de l'hydrogène aussi. Par contre, si vous avez un groupement R' qui est donneur, comme le méthyle, comme l'éthyle, le propyle, etc., eh ben, la liaison elle va être renforcée. Et la rupture elle va être difficile, donc il y a moins d'acidité ici. On va voir un petit classement, un petit exercice. Voilà donc des molécules. Elles ont toutes les groupements COOH, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est les groupements qui sont attachés avec COH. Là, vous avez le deuxième carbone, par exemple. Ici, il y a 2 chlores. Ici, il y a un chlore. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Donc, voilà, c'est clair. La molécule B, elle paraît comme la plus acide. Ensuite, on passe au troisième carbone. Là, dans le deuxième, il y a un chlore. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la B, il y a 2 chlores. Là, il y a un chlore, donc, juste proche du COH. Donc, la B plus acide, ensuite la C. Et puis, on passe à aller au troisième carbone. Il n'y a rien ici. Là, il y a un chlore sur le troisième, sur la E.
Donc le chlore est attracteur, donc il attire les électrons, il appauvrit la liaison, donc l'acidité aussi elle augmente. B, ensuite C, ensuite E. Voilà, ensuite la D, ensuite la A, ensuite la F. Donc le classement, les critères de classement sont l'électronégativité. Le chlore il est plus électronégatif que le brome. Voilà pourquoi ici la D plus que la A. La position et le nombre du groupement attracteur sont aussi des critères. Par exemple, ici le nombre, il y a 2 chlores plus qu'un seul chlore. N'est-ce pas? La position. Le chlore dans le deuxième carbone plus attracteur que le chlore dans le troisième. C'est pour ça, donc, le classement final est la B, ensuite la C, comme on a dit tout à l'heure, ensuite la E, ensuite la D, la A et la F. Voilà comment on classe l'acidité selon les groupements attracteurs. Maintenant, le classement de la basicité comme une autre application. Alors, une base est d'autant plus forte qu'elle capte facilement le proton. C'est le contraire de l'acidité. La basicité, c'est la capture du proton. Qu'est-ce qui capte le proton? Généralement, le groupement responsable de la basicité est souvent constitué de l'atome d'azote dans la fonction amine. En général, pas une restriction, mais en général, c'est les amines qui sont les groupements basiques. La capture du proton se fait plus facilement sur des doublés disponibles entourés par des groupements donneurs. Plus il y a des groupements donneurs, plus la basicité augmente. Regardez par exemple ici les R', ils sont tous donneurs, donc ils vont enrichir les électrons de l'azote. L'azote il va être riche en électrons, il va capter facilement un atome qui est positif, H+. H+ va être attiré par les électrons de l'azote. Ensuite, de la même manière, vous avez un groupement qui est attracteur, comme ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les groupements attracteurs? Les groupements attracteurs, donc, ils vont appauvrir l'atome d'azote. Si l'atome d'azote il est pauvre en électrons, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra pas capter facilement le H+, puisqu'il n'a pas assez d'électrons pour le capter. Alors, un exemple de classement de basicité, voilà par exemple 3 molécules. Elles ont l'air identiques. Effectivement, ce sont des isomères. Ce sont des isomères de position. Elles ont les mêmes groupements. Tout est le même, la même chaîne. C'est les groupements qui sont différents, soit la position des groupements ou bien les doubles liaisons. Voilà. Mais il y a toujours une petite différence de position entre les 3 molécules. Donc, c'est les 3 isomères. Quelle est la basicité la plus élevée ici? On regarde l'azote, bien sûr. Il faut que l'azote, il faut qu'il ait des doublés disponibles. La A, par exemple, c'est pas possible. La A, dans la A, vous avez toujours un doublé, ensuite simple, ensuite une double liaison. Donc, quand on voit un schéma pareil, que le doublé il va descendre. Donc, l'azote n'a plus de doublé. Son doublé est délocalisé. Il n'a pas de quoi capter le proton. La même chose ici. Doublé simple, double liaison. Doublé délocalisé, donc il n'y a pas de basicité du tout. Ici, dans la C, il y a un doublé qui est délocalisé. Parce qu'il y a doublé simple, double liaison. Une alternance. L'effet mésomère. Donc ici, non, il n'y a pas de basicité. Par contre, ici, oui, ce groupement, oui, il est basique. L'azote, il a des groupements qui sont, il y a un doublé qui est disponible. Par contre, dans la B, l'azote, il y a 2 doublés disponibles sur les 2 atomes d'azote. Alors, voilà, le classement, il est donc, il me semble, il devient plus clair. La molécule B est alors la plus basique, car les doublés des atomes d'azote ne sont pas délocalisés. Ils sont hybridés sp3. Sur les 2 autres molécules d'azote, l'azote est hybridé sp2. Bon, sauf que la C, elle a quand même un doublé d'azote qui est disponible, alors que dans la B, il y a 2 doublés qui sont disponibles. Alors, une dernière application pour terminer ce chapitre, classement des carbocations. Qu'est-ce que ça veut dire les carbocations? Ce sont des carbones chargés positivement dans des molécules. Quand vous avez des carbones chargés positivement, c'est-à-dire instable, la molécule elle est instable. Elle ne peut pas. Le carbone doit avoir 4 liaisons. Par exemple, elle était avec un chlore. Si vous enlevez le Cl-, elle devient C+. Mais la molécule elle est instable. Il faut qu'elle soit stabilisée par des groupements qui doivent lui donner des électrons. Parce que le carbone, il lui manque des électrons, puisqu'il est chargé positivement. Plus le carbone est entouré par des groupements donneurs, plus il est stable. Là, par exemple, dans la première molécule, le CH3, il est donneur inductif, parce que c'est un alkyle. Éthyle aussi, il est donneur. Donc, il y a 2 groupements donneurs, ils vont le stabiliser. Dans la B, il y a 3 groupements donneurs qui le stabilisent.
Il me semble que la B est plus stable que la A. Parce que le carbone positif, il a besoin de groupements autour de lui qui le stabilisent, qui lui donnent des électrons. Dans la C, il y a une double liaison, une liaison simple, et puis un manque en électrons. La double liaison, elle va se déplacer complètement par des effets électroniques, par les formes limites. Et donc, il y a un effet donneur mésomère. La double liaison va se déplacer ici, elle va être entre deux carbones. Et donc, la charge positive, elle va se déplacer ici. Elle va avoir une durée de vie plus longue, la charge positive, parce qu'elle est stabilisée par un effet mésomère. Ici, elle est encore stabilisée dans la molécule E, mais par 3 doubles liaisons. Donc, elle va avoir plus de chances d'exister, la charge positive. Dans la molécule E, il y a plus d'effets mésomères donneurs que dans la molécule C. Dans la C, il y a une seule double liaison qui donne. Dans la E, il y a 3 doubles liaisons qui donnent. Dans la D, la molécule elle est plutôt déstabilisée, parce qu'il y a un groupement inductif attracteur, le chlore. Le chlore il est électronégatif, il attire les électrons, il déstabilise encore plus la charge positive qui, elle a besoin plutôt d'un groupement donneur. Et enfin, il y a un autre groupement qu'on connaît. Il y a un oxygène qui a des doublés et puis une double liaison. C'est la caractéristique d'un groupement mésomère attracteur. Donc il va encore déstabiliser la charge positive. Entre la F et la D, l'une elle contient un groupement mésomère attracteur, l'autre un groupement inductif attracteur. Nous avons dit dans la première diapo que l'effet mésomère il est plus fort que l'effet inductif. Donc la F elle est plus attracteur que la D, donc la moins stable. Voilà. Alors, le carbocation est stabilisé en présence des effets suivants dans la séquence. L'effet mésomère donneur, il est plus donneur que l'effet inductif. Et donc plus stabilisant que l'effet inductif attracteur, que l'effet mésomère attracteur. L'effet mésomère attracteur, il déstabilise plus que l'effet inductif. L'effet mésomère donneur, il stabilise plus que l'effet inductif. Enfin, donc ça nous donne le classement E, parce qu'il y a 3 donneurs mésomères, plus que la C, un seul donneur mésomère, plus que la B, 3 groupements donneurs inductifs, plus que la A, 2 groupements donneurs inductifs, la D, elle est déstabilisée, mais la F, elle est encore plus déstabilisée. Voilà, donc c'est fini pour ce cours des effets électroniques avec des exemples. Je vous remercie.